bon, hein. Donc on va y aller. Catherine Dorion a publié, on l'a vu, on en a discuté mercredi, plusieurs ouvrages, donc, en particulier Les luttes fécondes et ce qui se passe dehors, mais aussi d'autres formes génériques qui relèvent donc de l'intermédialité, dans la mesure où elles incluent l'image, le son, le texte. Et, alors on a vu le film Renouer, mais il y a aussi des meetings politiques. Alors peut-être je vous avais dit que je vous laissais poser des questions d'abord, mais en fait Catherine me dit qu'elle découvre un texte dont on parle souvent et qui est ce texte, enfin ce slam que vous avez sous les yeux, donc qui s'appelle la révolution, enfin, qui a été nommé La Révolution amoureuse par un prof de socio, me dit Catherine. Donc comme elle savait pas que c'était en ligne et qu'elle sait pas vraiment ce que c'est, on va l'écouter 5 minutes, ça vous fera découvrir le slam et elle aussi. Voilà, comme ça vous donnera un peu une idée, puis après vous en brillez. Pensez au moment d'émotion que vous avez vécu ce soir, à comment ça vous a passé à travers le corps, pas juste des données dans votre tête. À quel point votre corps a été présent. Il y en a qui ont eu les larmes aux yeux, il y en a qui ont eu envie de crier, de gueuler. Sentez les êtres humains qui sont autour de vous, là. Ce que vous êtes en train de vivre ce soir, c'est une histoire de désir. Et ce désir-là, il est collectif. Quand ça se met à pogner en feu, c'est aussi fort que tomber en amour, c'est aussi beau, c'est aussi addictif. Puis à un moment donné, ça va envahir notre pays, puis il n'y a plus rien qui va pouvoir nous arrêter. Malgré ce que disent les haut-parleurs, tout le monde sait que le soulèvement, ça ne sera pas juste dans la rue des grosses manifs, puis à la télé des chroniqueurs agressifs. Tout le monde sait que le soulèvement viendra de beaucoup plus creux que ça, comme dans une chicane de couple. Tu veux dire ce que tu me disais Je viens de dire à Stéphane, je vais faire ce slam-là tantôt dans l'autre salle, fait que, avec de l'impro musicale avec moi, fait que laisse-en pas trop long, mais je viens de m'en souvenir, en fait, c'était après une vraiment grosse manifestation qu'il y avait eu à Québec. Pourquoi déjà? Sûrement pour sauver la planète ou quelque chose du genre. 14 septembre 2018. Ah, c'est ça, c'était les grandes marches pour le climat, juste avant que... Ouais, c'était dans l'époque des grandes marches pour le climat, juste avant que dans les 2 années qui ont précédé la pandémie, qui a tout écrasé, ça, malheureusement. Donc du coup, pour en revenir au film que certains ont pu découvrir mercredi et qu'on vous invite à découvrir si ce n'est pas déjà fait, du coup, parce qu'il vaut le coup. Donc on avait une première question toute simple. En fait, pourquoi avoir choisi de réaliser un film? Pourquoi un peu changer de format et quelles ont été les motivations de ce projet et qu'est-ce que ça vous a apporté? Je trouve les gens touchants. J'ai des moments où je suis en train de créer, où dans ma tête je pense, puis j'ai de la difficulté à recevoir ce qui vient de l'extérieur, puis d'autres moments où je suis vraiment en écoute des gens, puis puis je me mets à vouloir en savoir plus ou à vouloir les voir vivre. Puis ça m'arrive très souvent d'avoir des émotions intenses à écouter les gens. Je suis toujours obligée d'essayer de les cacher, parce que je trouve que c'est touchant, je trouve que l'humain est touchant, plus que des œuvres d'art pour moi. Je consomme peu d'œuvres d'art, là. Je lis beaucoup, mais sinon, il faut que je me force pour aller au théâtre, voir un show de danse, tout ça, parce que j'aime mieux m'asseoir à un café, boire mon café, puis écouter la conversation d'à côté, où je trouve que les personnages sont plus francs, plus savoureux. Puis j'ai envie de montrer ces gens-là dans leur forme brute. T'sais, j'aime ça, surtout quand la caméra... le film Renouer, je l'avais fait avec un de mes bons amis. J'ai entièrement confiance dans son regard. Quand il ne fait qu'un avec sa caméra, il devient une espèce de cyborg qui vient prendre justement l'aspect que je trouve touchant des gens. On connecte vraiment là-dessus. Puis je veux le montrer sans intermédiaire. T'sais, je veux que ce vieux-là qui raconte ça avec sa langue à lui... sa logique à lui, je trouve ça beau. Je veux que ce soit comme brut. J'aime beaucoup l'aspect brut des gens qui n'est pas médié par un artiste. Après, tu avais déjà fait un premier...
je sais pas si on dit film, documentaire. En 2013, j'avais vu quelque chose qui est en ligne, hein, en dialoguant, en interrogeant comme ça des personnes migrantes. C'est des Inuits. Inuits, pardon. Ils migraient pas vraiment, en fait. Ouais, ils non, sont là depuis 8000 ans, là, 18 ans. Grosse Fait que erreur des politique. Inuits et des André, Autochtones. pardon. Ils sont pas là. Hein? Y a-t-il des Inuits dans la salle? Phew! Donc, c'est ça, c'était des communautés Inuits qui ouais, moi, ça me fasse... Ça enregistre. Bon, on va couper ça. Non, on va couper ça. Couper. Sinon, je mets plus les pieds au Québec. Ouais, je voulais avoir une raison de leur poser des questions, en fait, parce que c'est fou. On va faire de la coopération internationale à 19 ans, à l'autre bout du monde. On va en France, puis, tu sais, à côté de chez nous, vivre des cultures qui sont très, très loin de la nôtre, qui sont, pour certaines, restées vraiment loin, puis c'est tant mieux pour eux. Généralement, plus elles sont loin de notre culture, mieux elles s'emportent. Ils s'emportent. Fait que j'avais envie de les connaître. C'était pas vraiment... J'étais plus... J'étais intéressée, dans le fond. Je voulais aller les regarder et les écouter parce que j'étais curieuse. Fait que quand on dit on fait un film, ben, les gens disent oui. Alors, c'est intéressant. Vous restez sur le film? Non, alors je reste un peu sur le film. Sur Runway, ce qui est, et ça renvoie aussi à ces slams-là, c'est-à-dire qu'on voit converger comme ça des entretiens avec des personnes vers la construction d'un discours politique. Ça, j'ai trouvé ça très, très beau de prendre cette parole-là quotidienne et après, finalement, ça construit votre discours de Québec solidaire. En fait. Donc ça, c'était le projet artistique et politique à la fois ou C'était pas un projet de Québec solidaire. En fait, moi, j'ai été 4 ans donc, dans un parti politique qui peut s'apparenter à la France insoumise, avec toutes les tensions internes qu'il y a aussi, les mêmes choses, les mêmes... Puis, pour pouvoir faire ce film-là, en fait, on avait de l'argent qu'on prenait dans nos bureaux de circonscription. Je ne sais pas comment c'est ici, mais nous, au Québec, les bureaux de circonscription sont non partisans. Donc, tout l'argent qui va aux députés et aux citoyens n'a pas le droit de servir à de la partisanerie. Fait qu'on on était heureux, on était 3 amis députés de Québec solidaire à vouloir faire un film, puis on était heureux de ne pas avoir à mêler Québec solidaire à ça parce que ça faisait qu'on était entièrement libre d'aller vers ce qui nous intéressait. Puis on a improvisé le film. On avait des vrais preneurs de son, un vrai bon preneur d'images. On avait tout ce qu'il fallait pour faire un beau film, mais on voulait pas écrire un scénario d'avance. On voulait pas dire d'avance. On voulait savoir... on se fait matraquer la tête de débats sur ce qui divise la société et qui a raison. Là, on se disait... Jamais on a, dans l'espèce de gros spectacle qui nous est présenté comme étant la politique ou le social, là, ce qui nous est présenté par les médias, jamais ils vont s'attarder longuement sur ce qui ne nous divise pas, sur ce qui nous unit tout le monde, qu'on a tellement besoin de redécouvrir pour savoir ça va être quoi le projet de société, qu'est-ce qu'on fait ici ensemble sur le même territoire, qu'est-ce qu'on fait avec notre territoire, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin de se parler, de savoir ce qu'on veut faire, quel est le désir collectif. On n'en a plus aucune idée. Fait que donc, on n'est plus un peuple, on n'est plus une communauté, on n'est rien si on n'a pas un désir commun. Fait que nous, on voulait retrouver ça, on voulait comme partir à la recherche de ça, en questionnant les gens sur des choses très simples. Mais c'était très politique, mais on faisait tout pour fuir le langage politique, fuir les termes du débat médiatique. On voulait vraiment aller on y allait avec une parole, des questions qui sont très intimes. Mais on demandait à quoi tu rêves, qu'est-ce que tu souhaites pour le Québec, qu'est-ce que tu voudrais pas qu'il se perde, même après que tu vas être mort, tu sais, au-delà de toi, tes désirs personnels, qu'est-ce que tu souhaites pour la suite du monde. Puis ce qui revenait, il y avait 2, 3, pas beaucoup de thèmes, hein, il y avait 2, 3 choses qui revenaient tout le temps. Puis ça serait déjà assez pour faire un projet de société. Fait que on était obligé de présenter ça comme un truc artistique, documentaire, non orienté politiquement, mais au fond, pour nous, c'était beaucoup plus politique ça que n'importe quel discours à l'Assemblée nationale sur tel article de tel projet de loi qui blablabla, finalement, qui intéresse personne. Tu sais. Je remets le lien, enfin voilà, pour celles et ceux qui n'étaient pas là mercredi, qui voudraient le voir, hein, vous voyez, Renouer Catherine Dorion, et on peut voir le film ici. Donc là, on vient d'aborder votre film, mais vous avez testé autrement beaucoup de supports, puisque vous avez des vidéos sur YouTube. Vous avez fait des slams à partir de votre recueil de poésie.
Et même dans la fiction, vous êtes passé aussi par un livre jeunesse pour parler un peu de vos sujets. Et du coup, la question, c'était qu'est-ce que vous aimez en fait dans cette intermédialité? Et est-ce que pour vous, ça va être une manière de toucher un public plus ou moins large? Je pense pas que ce que je vais dire est très intelligent, mais c'est néanmoins la vérité. Je pense que chaque personne a un rapport au monde qui définit qui il est par rapport à ce monde-là, puis que on tourne en boucle dans ce rapport au monde-là toute notre vie. Puis on est un peu pris là-dedans, puis c'est pour le meilleur et pour le pire, mais moi, clairement, je suis en manque de communauté. J'aimerais, mon rêve, mon moment, moi, je suis parfaitement heureuse quand il y a une fête où tout le monde est heureux, tout le monde s'aime, il y a une belle énergie, il y a pas beaucoup, tu sais, il y a de la création spontanée, des gens vont se mettre à jouer de la musique, d'autres à... C'est autonome et ça n'a pas besoin de moi, mais je fais partie de ça, tu sais. Je suis là, je peux m'endormir sur le fauteuil là, en écoutant ça, puis je me sens en sécurité, je me sens bien, j'aime ça. Puis j'ai l'impression qu'il n'y a jamais de communauté solide comme ça. C'est comme un idéal, puis on est toujours tout seul, on est où on est avec des gens, mais il faut toujours travailler pour que l'énergie, la magie qui lie les gens entre eux arrive, alors que j'ai l'impression que ça devrait être plutôt, que c'est dans le naturel de l'humain d'avoir ça, de créer ça. J'ai l'impression qu'on a une espèce de famine affective, qu'on vit un peu tous dans une... Moi, je fais de la projection, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais en faisant de l'art, je me rends compte que ça touche des gens, donc que je ne suis pas toute seule, fait que ça me fait du bien. Fait que là, j'ai l'impression qu'on est tous dans une espèce de famine communautaire, affective, puis qu'on ne sait plus comment. On a perdu le savoir-faire d'être ensemble, fait qu'on est à la fois... On est comme un animal qu'on aurait intégré dans la forêt, mais qui ne sait pas chasser. T'sais. On ne sait pas comment aller chercher ce qui nous manque. Donc... le film, des slams, le recueil de poésie, c'est l'inverse, hein, c'est pas des slams à partir de mon recueil de poésie, mais je faisais des slams, puis à un moment donné, j'ai fait un recueil avec, et le roman jeunesse, tout ce que je peux, finalement, est une nouvelle façon de dire la même chose, de dire ça me manque, il me semble que ça nous manque, comment on fait? Comment on, même en plus, pas comment on fait pour retrouver ça, comment on fait pour empêcher la désertification affective qui continue. Fait que il n'y a pas de raison intelligente derrière ça, c'est juste comme ça tourne en boucle dans ma tête puis je suis tout le temps en train de faire juste ça. Mais de plein de manières différentes pour le plaisir de la découverte. Mercredi, tu nous expliquais que ce que tu avais choisi de faire, c'était à la fois de tenter de renouveler le discours politique, langue de bois, en faisant du discours un spectacle, mais pas au sens de la société du spectacle de Debord, mais justement en réinjectant, je sais pas, de l'artistique dans des espaces où il n'y en a pas, et parallèlement de réinjecter aussi une dimension politique, performative et un peu d'enthousiasme dans le discours littéraire, souvent un peu dominé par l'esprit de sérieux, l'idée que la poésie, ça doit être... sérieux, sobre, voilà. Enfin, c'est cette espèce de conjonction, je trouve. Alors dans le slam, on le verra ce soir, en fait, qu'on trouve très réussi. Tous ceux et celles qui ont été enthousiastes, admiratifs à découvrir ton travail. Il y a deux choses que je voudrais te demander à partir de ça. Ça fait le lien avec ce qu'on évoquait tout à l'heure, alors tu n'étais pas là donc je vais le redire, avec Olivia notamment et Katie, sur la fragilité et le fait de faire des formes hors du livre. Et c'est là qu'on est sur cette question de l'intermédialité. Dans un recueil qu'avait coordonné Olivia sur donc, cette idée de littérature exposée, c'était en 2010, enfin il y a une deuxième édition en 2018, Olivia et Lionel Ruffel désignaient la littérature exposée, je le dis pour toi, comme ces pratiques littéraires multiples, performances, lecture publique, intervention sur le territoire, travaux sonorovisuels, pour lesquels le livre n'est plus un but ni un prérequis. En soulignant que cette notion de littérature exposée disait bien la fragilité du mot exposé et aussi une forme de marginalité, parce que cette forme de littérature ou du littéraire qui sort du livre est souvent marginal parce que le modèle, en tout cas en France hexagonale, c'est le codex, ce livre-là, est plutôt narratif, est plutôt fiction, et même encore plutôt avec le mot roman, et que dès qu'on sort de ces formes-là,
donc ces différentes étapes-là, roman, narratif, fiction, etc., on est forcément marginalisé en termes de lectorat, de place en librairie, de tout ce qu'on veut en fait. Et donc, est-ce que tu as fait ce lien-là entre ces formes-là intermédiaires que tu avais envie le film, les slams, etc., et ce choix-là, politique et littéraire? C'est ma première question, tu vois, d'essayer de faire converger ça. Ou alors, est-ce qu'il y a eu chez toi la conscience de réactiver quelque chose? Alors, André Magor serait plus à même de parler pour moi, mais il me fait découvrir progressivement la culture acadienne et québécoise, et notamment l'importance de l'oralité, qui est beaucoup moins importante en France hexagonale. Et c'est vrai que je découvrais par exemple récemment, alors je ne sais pas si les étudiants de licence, mais j'ai montré ça aux étudiants de licence récemment, là, le Speak White de Michel Lalonde, que je ne connaissais pas, qui est fascinant. Et vous avez, je crois, au Québec, en Acadie en tout cas, vous avez confirmé ça, une tradition comme ça finalement de forme de ce qu'on appelle poésie sonore ou autre, qui est beaucoup plus... il y en a en France depuis Bernard Heidsieck, tout ça, des formes de poésie sonore, mais un rapport aux politiques et puis à une histoire qui est beaucoup plus forte qu'ici, je crois. Enfin, en tout cas, je vois des... Ce qu'il y a comme écosystème de pensée, en tout cas par rapport à la littérature orale au Québec, c'est fort parce que mon expérience à moi, en tout cas, ça a été de découvrir la littérature que j'aimais à travers la littérature orale. Pourquoi? Parce que on apprend à l'école, puis ça, c'est comme... on a un problème avec la langue au Québec, c'est-à-dire qu'on apprend jeune que la langue qu'on parle est pas bonne, puis que le bon français, c'est une autre langue qui est loin de la langue qu'on parle, tu sais. Fait qu'on... Non, ce mot-là, c'est pas un mot. Mais on en dit plein là, tous les jours qui sont pas des mots. Fait que ce mot-là, c'est pas un mot, c'est plutôt tel mot. Bon, on nous apprend le français comme ça. Puis ça a toujours été comme ça. On a ce qu'une linguiste québécoise, Anne-Marie Baudouin-Bégin, appelle de l'insécurité linguistique, c'est-à-dire qu'on porte toujours la conscience qu'on parle mal. Depuis le début, là, ça fait pas longtemps que le Québec existe, là, mais disons depuis que les Français sont sur le territoire québécois, je sais pas, 450 ans, 400 ans, on parle mal. Puis les dominants nous ont répété ça. Soit on parlait pas un bon français comme en France, soit on parlait pas anglais, puis c'était de la merde aussi parce qu'on n'était pas des... Fait qu'on porte ça, et donc on nous intime d'écrire pas comme on parle. Il y a eu un grand moment, disons l'équivalent de mai 68 et tout ce qu'il y a eu autour au Québec. On appelle ça la Révolution tranquille. Ça a duré 15 ans d'intensité, de création artistique. Puis c'était tout à coup des poètes anticléricaux. Nous, c'était l'Église qui nous faisait chier le plus, mais il y avait aussi les Anglais, il y avait plein de monde, les Anglos, je veux dire, du Canada. L'espèce de soulèvement contre l'autorité, d'arrêter d'être des petits-enfants sages d'Église à cette explosion-là, ça a été des poètes comme Michel Lalonde de Speak White, comme Gérald Godin, qui fait tout un poème, c'est juste des sacres québécois. On n'avait pas le droit de dire ça, là, mais c'est des mots d'Église. Là, vous en riez peut-être des fois quand vous imitez les Québécois, mais calice, tabernacle, hostie, Christ, je veux dire, bon, tu sais, c'est quand même pas nique ta mère, fuck you, tu sais, c'est quand même plus joli. En tout cas, moi, je suis très chauvine de nos sacres. C'est beau, c'est des objets d'église au lieu de parler de cul et de rabaisser la femme. Donc, genre, il faisait des poèmes entiers avec des sacres comme ça, puis ça faisait un effet monstre. Et donc, quand on se met à dire, mais quelle est la poésie chez moi qui me touche, t'as le choix entre des gens qui imitent des auteurs français du 19e siècle, alors qu'on est 2 siècles plus tard et que ça n'a aucun sens, ou ces poètes-là qui sont pleins de sang puis pleins de ferveur, qui sont dans notre histoire récente puis qui sont vraiment, vraiment beaux à entendre. Puis leurs livres c'est vraiment il y a un événement mythique qui s'appelle la Nuit de poésie de 1970 qu'on étudie dans nos cours d'histoire, tout ça. Puis c'est avec des vidéos, ça a été filmé par un documentariste célèbre aussi au Québec. Puis on les écoute, c'est pas écrivable parce que c'est plein de mots québécois qui ont jamais été dans un dictionnaire. Donc ça nous touche, puis on se dit, mon Dieu, mais c'est ça ma langue, tu sais, je sais pas comment écrire ma langue. Là, aujourd'hui, bien sûr, les nouveaux poètes au Québec, là, avec les soirées de poésie, c'est de la poésie orale dans des bars, tout ça, là, on a trouvé une forme d'écriture pour tous ces mots québécois.
Il y a ça d'un côté, puis de l'autre côté, il y a, on nous explique l'histoire de la présence autochtone en Amérique du Nord, de qu'est-ce qui est arrivé quand les Européens sont arrivés, de tout ça, qui est un... Puis là, on nous dit, les Autochtones, c'est pas comme nous. Eux, ils écrivaient pas. Donc, toute leur histoire, on la connaît grâce à... C'est de l'histoire orale, c'est tous les soirs. Il y avait toute la communauté, avant que les Européens arrivent, jusqu'à encore aujourd'hui, à certains endroits, un cours d'histoire mélangé avec un cours de littérature, parce que c'est des contes. Mais quand on regarde, par exemple, la Bible, c'est des contes, la Bible. C'est pas un cours d'histoire, mais pendant longtemps, c'était comme de l'histoire, tu sais. Tous les grands mythes, c'est un mélange d'histoire et de création littéraire, puis on prend ça comme ça, on n'a pas besoin de décider c'est quoi, c'est vrai, et c'est notre histoire. Fait que nous, au Québec, on avait le mythe de la Bible avec, dans un livre, on avait des petits... Bon, moi, j'étais parmi les dernières générations à avoir le cours de religion, puis là, on apprenait dans le désert, sur le mont Sinaï, ou je sais pas quoi, le Golgotha, ou des trucs, le sable, puis là, le Jourdain, tu sais, puis c'est ultra loin de notre territoire, ça n'a rien à voir. Personne d'entre nous n'est jamais allé dans le désert, on apprend ça, tout se passe dans le désert. Puis là, après, t'arrives, puis les mythes fondateurs des Algonquins, qui vivaient sur le territoire du Québec, qui vivent encore pour certains d'entre eux, c'est quoi les images? C'est les conifères, le sapin, pourquoi il y a du lichen sur l'épinette noire, on voit ça partout au Québec, le castor, les oies, pourquoi les oiseaux migrateurs. Puis là, ce ne sont que des éléments de notre quotidien, de notre vie, de notre nature, de notre territoire. Je me dis, mais non, c'est donc bien fou, tu sais, pourquoi on nous apprenait pas ces mythes-là plutôt que la Bible? C'est donc bien con qu'on étudie la Bible, on s'en fout, c'est pas chez nous, ça, c'est ailleurs. Là, on a un mythe qui est tout aussi riche, qui est plus vieux que la Bible. Quand on regarde l'étendue géographique du conte, par exemple, de la légende de Tsakapèche, qui est un peu l'histoire disons, de Jésus, l'équivalent, là, c'est très important, c'est un conte algonquin qui, quand on regarde l'étendue, puis qu'on voit avec l'immigration, tout ça, ce conte-là a 7000 ans. Il est 2 fois plus vieux que la Bible. Puis... que parce qu'il n'était que sous forme orale, il y a une importance comme ça à côté de la Bible qui, que parce qu'il était dans un livre écrit, est devenu le livre qu'il est devenu, qui n'a pas une si grande valeur littéraire que ça, pardonnez-moi ceux qui aiment la Bible, mais quand on écoute la légende de Tsakapèche, c'est quand même, tu sais, t'as envie que ça continue, tu veux pas que ça arrête, puis tu peux comprendre qu'il racontait ce conte-là pendant 5 heures le soir, tous les soirs, t'sais, avec des détails, puis que les enfants l'apprenaient par cœur, puis qu'un jour, de nouveaux conteurs naissaient. Fait qu'on apprend aussi ça. Puis donc, toute l'histoire de ce qui est oral, l'oralité, l'histoire, la littérature orale, à notre époque maintenant, pas autrefois, mais devient, depuis, je sais pas, peut-être une 50aine d'années, quelque chose qui n'est plus méprisé, qui est important. Puis, en plus, dans nos coutumes, là, ça se perd comme toutes les coutumes du monde, malheureusement, grâce au capitalisme. Mais quand on n'avait pas la télé pour nous raconter des histoires, les histoires, c'était... Mon grand-père en connaît encore quelques-unes. Il y avait des chansons à répondre, c'est toujours des histoires. Chacun connaissait 2, 3, 4 histoires. Ce qui fait qu'on associe aussi beaucoup ça à notre culture, parce que tu peux remonter à 2, 3 générations, 4 au Québec, en haut de chez toi, là, en haut de toi, là, pour vous trouver des analphabètes. Quand il y a beaucoup d'analphabètes, puis que c'était la majorité des gens il y a très peu de temps, il y a 70 ans, bien évidemment que là, les histoires orales sont tout ce que tu as. Alors moi, j'avais envie d'écouter Michel Lalonde, mais je suis peut-être tout seul. C'est 4 minutes, ça vaut la peine. Ouais. C'est sur le colonialisme. N'oubliez pas que nous avons été colonisés, nous les Québécois, par les Anglais. Speak white. OK, Speak White, là, je veux juste vous dire, OK, mettre en contexte, jusqu'aux années 70-80, les francophones en Amérique du Nord, au Québec, étaient du cheap labor. Ça veut dire qu'on était un peu comme l'Amérique latine. On servait à aller dans les mines, à être des bûcherons, tout ça, pour les compagnies anglaises qui ouvraient des villes, amenaient des travailleurs qui coûtaient pas cher. Puis quand ces travailleurs-là, la plupart parlaient pas anglais, quand ils parlaient français, puis que le boss voulait comprendre, donc les boss étaient tous anglophones, ils utilisaient cette expression, « speak white ». Fait que si quelqu'un arrivait et disait à quelle heure on mange, « speak white », ça veut dire « parle-moi anglais parce que je comprends rien ». « Parle blanc ». Le poème s'appelle « Speak white ». Excusez, je vais le mettre en contexte. Speak white. Il est si beau de vous entendre parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les sonnets de Shakespeare.
Nous sommes un peuple inculte et bègue, mais ne sommes pas sourds au génie d'une langue. Parlez avec l'accent de Milton et Byron et Shelley et Keats. Speak white. Et pardonnez-nous de n'avoir pour réponse que les chants rauques de nos ancêtres et le chagrin de Nelligan. Speak white. Parlez de choses et d'autres. Parlez-nous de la Grande Charte ou du monument à Lincoln, du charme gris de la Tamise, de l'eau rose de la Potomac. Parlez-nous de vos traditions. Nous sommes un peuple peu brillant, mais fort capable d'apprécier toute l'importance des crumpets ou du Boston Tea Party. Mais quand vous really speak white, quand vous get down to brass tacks, pour parler du gracious living et parler du standard de vie et de la grande société, un peu plus fort alors, speak white. Haussez vos voix de contremaître. Nous sommes un peu durs d'oreille. Nous vivons trop près des machines et n'entendons que notre souffle au-dessus des outils. Speak white and loud, qu'on vous entende, de Saint-Henri à Saint-Domingue. Oui, quelle admirable langue pour embaucher, donner des ordres, fixer l'heure de la mort à l'ouvrage et de la pause qui rafraîchit et ravigote le dollar. Speak white, tell us that God is a great big shot and that we're paid to trust him. Speak white, parlez-nous production, profits et pourcentages. Speak white, c'est une langue riche pour acheter, mais pour se vendre. Mais pour se vendre à perte d'âme, mais pour se vendre. Ah, oh, speak white, big deal. Mais pour vous dire l'éternité d'un jour de grève, pour raconter l'histoire d'un peuple concierge, mais pour rentrer chez nous le soir, à l'heure où le soleil s'en vient crever au-dessus des ruelles, mais pour vous dire, oui, que le soleil se couche, oui, chaque jour de nos vies à l'est de vos empires. Rien ne vaut une langue à jurons. Notre parlure pas très propre, tachée de cambouis et d'huile. Speak white. Soyez à l'aise dans vos mots. Nous sommes un peuple rancunier, mais ne reprochons à personne d'avoir le monopole de la correction du langage. Dans la langue douce de Shakespeare, avec l'accent de Longfellow, parlez un français pur et atrocement blanc, comme au Vietnam, au Congo. Parlez un allemand impeccable, une étoile jaune entre les dents. Parlez russe, parlez rappel à l'ordre, parlez répression. Speak white, c'est une langue universelle. Nous sommes nés pour la comprendre avec ses mots lacrymogènes, avec ses mots matraques. Speak white, tell us again about freedom and democracy. Nous savons que liberté est un mot noir, comme la misère est nègre, et comme le sang se mêle à la poussière des rues d'Alger ou de Little Rock. Speak white. De Westminster à Washington, relayez-vous. Speak white comme à Wall Street, white comme à Watts. Be civilized. Et comprenez notre parler de circonstances. Quand vous nous demandez poliment, « How do you do? » Et nous entendez vous répondre, « We're doing all right. We're doing fine. We are not alone. » Nous savons que nous ne sommes pas seuls. Ça, c'était pendant la nuit de la poésie, justement, en 70. En fait, ça me fait pleurer aussi à chaque fois. On n'est pas tout seul. C'est un texte de colère, donc dans cette, ce que tu fais, si je ramène ce que j'ai fait le lien, c'est peut-être qu'il y a moins de colère et plus de tentatives d'enthousiasme ou de galvanisation. Alors tu me disais c'est mon côté bipolaire, c'est quand j'y crois dans les slams qu'on a. Est-ce que
Ma question c'était sur ça, sur effectivement, est-ce que tu te sens encore cette colère-là, ou plutôt essayer de réveiller quelque chose d'endormi? Et la deuxième, c'est sur... alors moi, je ne connais pas bien encore la vie littéraire, mais est-ce que ces espaces-là, enfin pas là, 170, mais les espaces poétiques, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus dans les maisons de la poésie de ces performances encore en ce moment. Est-ce que c'est des espaces marginalisés littérairement, ou qu'on plutôt une reconnaissance institutionnelle de ces formes-là? De plus en plus une reconnaissance institutionnelle. Là. Les conseils des arts sont de moins en moins stiffs, comme on dit en québécois, là, mais de moins en moins avec une carotte dans le cul. Je sais pas comment traduire ça. Mais bref, ils comprennent un peu c'est quoi. Fait que ça s'en vient tranquillement, mais ça a commencé puis ça continue à être dans les bars. Il y a beaucoup ça, c'était dans une soirée, c'était improvisé dans un truc, c'était un party d'artistes. Là. C'est là que ça s'est passé. Puis aujourd'hui, il y en a dans les bars, mais aussi dans des maisons de la littérature, des trucs comme ça va un peu partout. Il y a beaucoup d'écoles secondaires qui font venir des gens, des slammeurs pour donner des ateliers, tout ça. Mais ce qui est impossible à avoir aujourd'hui, c'est l'effervescence culturelle qui vient avec les moments révolutionnaires. Tu sais, quand il y a des moments révolutionnaires, puis que tout à coup, la frontière du possible bouge, il y a une énergie incroyable qui explose. Les gens créatifs sont galvanisés par ça, puis c'est comme s'ils deviennent géniaux. Là. Il se passe quelque chose, il y a une énergie qui arrive, puis c'est ça qui se passait en 70. Il n'y a pas juste ça, il y a tellement de films. Je te ferai découvrir plein de trucs. Mais ouais, fait que c'est sûr que c'est pas cette intensité-là, mais on trouve de plus en plus. Il y a l'espace pour que ça fourmille, que ça crée, là, ça c'est sûr. Ben, on est un peu dans la même, tu sais, ça c'est il y a une culture, c'est comme si la culture politique, le spectacle un peu fake là, que les médias nous font sur ce qui se passe politiquement et qui nous exprime, qui nous raconte, qui fait le récit de ce qui se passe, c'est mondialisé. Donc ça ressemble beaucoup à chez vous. On avait à ce moment-là du cheap labor puis des latinos, les Québécois étaient comme des latinos américains dominés par des impérialistes. Et là, tous ces gens, donc c'est comme vos 68 heures, tous ces gens qui se sont battus contre les curés, contre les pères dominateurs, contre tout ça, contre la honte d'être francophone, il y en a une gang qui est restée fidèle à ses rêves de jeunesse. Il y en a une bonne gang aussi qui reproduit sur nous ce qu'ils ont vécu avec les curés, avec puis qui nous tapent sur la tête parce que on comprend pas que c'est la faute des immigrants, puis que si on veut garder notre culture québécoise, ben il faut arrêter que des immigrants arrivent. Ils sont plus dans cette bataille émancipatrice. Puis c'est moi, une des choses que je trouve le plus dommage, c'est le combat indépendantiste. Le combat indépendantiste au Québec a toujours été un mouvement révolutionnaire, et sauf à certains moments précis de l'histoire où les conservateurs s'en emparent. Et là, ils ne veulent plus faire l'indépendance du Québec. Ils sont dans un nationalisme conservateur classique, là, celui qu'on connaît. Puis ils détournent ce projet-là, mais ils n'ont pas du tout l'intention de faire l'indépendance du Québec, qui pour nous est pour ceux qui sont de gauche, est un retour au local, une réappropriation de comment on se définit, quelle histoire on raconte, puis qu'est-ce qu'on veut faire chez nous sur notre territoire. Tu sais. Mais c'est ça. Là, tout ça est divisé, tout ça est mêlé. Les médias sont dominés par les mêmes thèmes que chez vous. Fait que je pense que, contrairement à cette époque-là qui était très fiévreuse, on n'a pas en ce moment le sentiment d'être dans le même récit au Québec, tout le monde. T'sais. On est, comme vous, divisés, mélangés dans des récits différents, pas d'accord sur quel devrait être le récit, saturés de surinformation, puis sans temps pour être ensemble. Là, ça revient à mon obsession de communauté, sans temps pour créer nous-mêmes nos chansons, nos contes, nos histoires, notre histoire politique, nos désirs. C'est comme si on est juste tous divisés devant les grands prêtres de la télévision, les réseaux sociaux et tout ça. Ça serait pareil pour la langue? Mais ça ressemble un peu à ce qu'il y avait, je parle de grande noirceur des fois dans mes poèmes, parce que ça ressemble un peu, ce que je décris là, à notre époque, à ce qui était dans les années 40-50, avant que cette explosion-là arrive, on appelait ça la grande noirceur. On vivait dans un régime où justement tout le monde était divisé et dominé par un pouvoir divisif qui disait, vous êtes... qui orientait tout le monde à l'église en leur disant comment vivre.
Excusez-moi d'intervenir, je ne peux pas m'empêcher. Juste, moi, à la fin, j'ai envie qu'elle parle joual. C'est ça un peu aussi le sens de ma question. Est-ce que maintenant on va plus loin que ça? Ben, est-ce que maintenant cette honte est dépassée? Est-ce qu'on peut s'exprimer spontanément? Est-ce que la suite de ce poème-là, ça serait... Et maintenant, je parle comme j'en ai envie. Ben, il faudrait que je vous montre un autre truc. Je peux-tu? Tiens, parle pendant ce temps-là, Stéphane. Excusez, ça sera pas long. Français. Ça, c'est un autre poète aussi aimé par des gens comme moi que Michel Lalonde qu'on a entendu, un poème d'une minute quelque de la Nuit de la poésie. Ce gars-là est devenu député plus tard. Puis on va souvent comparer à lui. Puis on a... puis c'est un de nos héros, là. Mais vous allez voir, il finit... En fait, vous comprendrez pas grand-chose parce que ça parle de scandale qui vient d'y avoir. Fait que là, si je vous dis ça, vous allez déjà comprendre. Puis ça se termine avec toutes sortes d'expressions très jouales, très mots d'église, justement. Les coquerelles de Parlement. Applaudir à la fin, là, ça va être long. Les coquerelles de Parlement, les patineurs de fantaisie, les zigonneux d'élection, les tarzans du salut public, les écrapoutis d'Assemblée nationale, les visages de peau de fesses, les totounes de la finance, les faux surpris de McGill, les plorines des Sénats, les savates de nos sociétés nationales, la puanterie des antichambres de ministres, les val-à-gueule de l'égalité ou l'indépendance, les poubelles du Canada, mon pays, mon profit, les regrattiers de la patrie dans les pawn-shops de la nation, les écartillés de l'honnêteté, les déviergés de la dignité, les pas clairs de nœuds, tous ceux qui ont des meubles en cadeau, les baveux du million mal acquis, les éjarés de la vente aux plus offrants, les pédleurs du fédéralisme enculatif, la ratatouille du pot de vin, les trous d'eau de Radio Cadenas, les passeux de sapin, les fafineux de la trahison à crédit, les taches de graisse sur la conscience, de tous ces trous de cul. On a notre maudit tabarnak, de Saint-Ciboire de Saint-Crème, de Gériboire d'Ostitosté, de Sacrement d'Étole, de Crucifix de Calvaire, de Couleuré d'Ardent Voyage. Bon, vous avez peut-être pas tout compris, mais voilà, c'est ça le joual. Fait que oui, il s'en faisait là, puis il s'en fait de plus en plus aujourd'hui, mais on reste avec... dès que quelqu'un parle devant le public chez nous, il se met à parler à la française. Là. Même dans une assemblée générale, un organisme communautaire. Pourquoi on fait ça? C'est ça, être colonisé. Alors peut-être, tu nous disais mercredi que tu écrivais un livre. Est-ce que tu envisages aussi de continuer ces formes-là de création maintenant que tu as du temps? Parce que c'est vrai que pendant 4 ans, j'avais prévu, mais bon, n'hésitez pas à aller sur le Facebook de Catherine, mais comme députée. Et il y a des vidéos comme ça de tout ce que tu as fait pendant 4 ans, justement pour mettre en quelque sorte à disposition ton corps, ta voix, pour les gens que tu représentais en fait. Donc là maintenant c'est plus le cas, mais ces formes-là je les trouvais artistiquement très riches dans ce rapport-là à la représentation.
Donc, est-ce que ça, c'est une forme que tu continues? Et puis peut-être nous parler un peu de ce que vous allez faire tout à l'heure ou ce que vous avez préparé. J'ai été, comme j'ai été députée pendant 4 ans, puis je voulais contourner les médias traditionnels qui n'étaient pas mes amis, fait que j'essayais de le plus possible m'exprimer sur les réseaux sociaux, qui en passant sont pas nos amis non plus. Mais j'avais là une espèce d'espace pour répondre à ce que les médias traditionnels disaient de moi, c'est-à-dire que je parlais mal, que je m'habillais mal, etc. Puis je faisais exprès, un peu comme eux, pour utiliser ma langue pour faire des images et tout ça. Mais pendant 4 ans, dans cette bataille-là, puisqu'ils me prenaient tellement à partie, je faisais tellement de productions pour me défendre, avec beaucoup d'artistes autour de moi qui m'ont aidé, que j'ai été vraiment surexposée de façon grave, je dirais. Ça a laissé des dommages. Puis en ce moment, je suis dans ça va probablement revenir, mais en ce moment, je suis dans un moment où j'ai envie de disparaître un peu. Puis j'aime les vrais moments comme ça. J'aime aller dans les classes, dans les écoles avec des vraies personnes. Mais tu sais, l'écran, le médium vidéo on dirait que je sais même pas. Pour l'instant, j'imagine même pas que ça va revenir. Peut-être que ça va revenir, mais pour l'instant, c'est ça, je suis juste écœurée. Mais puis donc, le prochain livre, je suis très contente d'écrire. Je suis vraiment contente d'être cachée avec mon petit ordi, d'avoir le temps de tout mettre ça comme je veux pour qu'une fois que ce soit lancé, je m'en occupe plus. C'est là, c'est fait, c'est ça. Tantôt, ce que je vais faire, c'est c'est ça, un peu inspiré par ces gens que vous avez entendus, mais puis par la tradition de littérature orale au Québec. Ça fait longtemps qu'il y a des soirées dans des bars où les gens vont faire des slams, qu'on appelle. C'est des textes de 3 minutes qui doivent être écrits par la personne qui le fait, qui le prononce, puis que tu n'as pas le droit d'avoir d'accessoires ni de musique. À la base, c'est ça. Puis finalement, moi, j'ai aimé ce mode-là, fait que j'en ai écrit de plus en plus. C'est vraiment des textes qui sont faits pour être lus, interprétés. Comme dit Ferré, la poésie ne prend son sexe qu'avec l'archet qui le touche. Quelque chose comme ça, comme le violon. Puis c'est donc ça que je continue. Les textes, je les ai publiés des fois, ici et là. Des gens me demandent le texte, mais c'est de cette façon-là, moi, que j'aime les rendre. Je trouve que c'est leur support premier, c'est ça. Puis en plus, on va faire ça avec Nelly et Audrey dans une espèce de trio d'improvisation. Eux font du son, de la contrebasse, du bruitage. Fait que dans une écoute mutuelle, on jamme. Puis c'est ce qu'on va faire tantôt. Voilà. On peut s'arrêter là, je sais pas si vous avez des questions. Il y en a qui ont des questions? Oui. Du coup, en fait, pour le dossier avec Monsieur Michelot, j'ai travaillé sur la communauté Innu et j'ai vu qu'ils avaient mis en place des enregistrements justement de contes dans ces langues qui sont malheureusement en train aussi de se perdre pour essayer de les garder. Et je voulais savoir si vous aviez à votre connaissance peut-être d'autres communautés qui faisaient ça, autochtones, pour essayer de garder. Je sais qu'il y a des gens qui aiment les cultures autochtones qui font ça, là, qui veulent au moins, avant que ça se perde, les garder. Mais il y a un gros renouveau en ce moment dans les communautés autochtones sur la culture. Puis ils font toutes sortes d'événements, ils font plein de trucs. Il y a des cours de langue qui se donnent parce que il y a des gens qui parlent Innu, mais ils sont en train de glisser plus vers le français, fait qu'ils veulent que leurs enfants reviennent à l'Innu, par exemple. Mais ça se passe à peu près dans les communautés les plus nombreuses. C'est sûr qu'il y en a. Il y a des communautés autochtones il reste 2 communautés, c'est-à-dire 2 réserves, là, c'est un mot un peu, mais 2 réserves où ils ne parlent plus la langue. Fait que oui, il y a 2 vieilles qui parlent encore la langue puis qui métitent. Bon. Mais sinon, les cris sont très vivants encore. Dans le Nord, plus ils sont éloignés des descendants d'Européens, mieux c'est pour eux. Pour la culture, c'est poche à dire, mais c'est ça la vérité. L'idée que toutes les cultures doivent se mélanger et ainsi nous serons plus riches, c'est pas comme ça. La culture la plus forte, la culture la plus faible se mélange et se perd pour le meilleur et pour le pire. Nous, dans la culture québécoise, il y a probablement beaucoup de choses qui viennent des communautés autochtones, mais on ne le sait plus que ça vient de là. On ne sait pas. Puis il y a les Cris, les Inuits qui sont très forts, les Inuits, les Algonquins, Anishinaabe dans le sud-ouest, dans l'ouest en fait. Eux autres, ça c'est parmi celles. Puis là-dedans, dans toutes les communautés, il y a des leaders qui sont
disons, conservateurs culturels. Il attend que l'inspiration vienne. Je sais que c'est une question profonde, alors, pour moi. Mais puisque tout le monde a déjà pleuré ici, je peux y aller. En fait, moi, j'ai bossé pendant 30 ans en anthropologie sur les questions autochtones pour arriver à la conclusion que j'avais rien à dire, en fait, qui puisse soutenir la cause de ces gens. Et j'ai été très marqué dans votre chemin. Par cet acte d'avoir été élu, député, quasiment sûr de pouvoir être réélu, et puis probablement la seule, en tout cas, que je connaisse dans différents pays que j'ai pu suivre un peu, qui dit non, en fait, moi je préfère revenir plus près des gens. Donc vous comprenez pourquoi ça me bouscule, parce que j'ai essayé de m'approcher, moi, d'une population pendant très longtemps pour me dire non, je peux juste les desservir encore un peu plus, c'est tout. Et donc ce que je voudrais savoir, c'est le fondement de cette décision, parce que finalement, vous aviez quand même, alors voilà, les clichés, du pouvoir par ce fait d'être élu. De l'influence, oui. Ouais, de l'influence. Mais vous faites un autre choix pour justement être au plus près d'une population. Et est-ce que c'est dans... Enfin, vous avez déclaré que c'était pour la servir mieux. Et voilà, donc là, vous dites que vous écrivez, mais comment vous allez pouvoir aller plus près de ces personnes pour mieux les servir, ce qui est le grand drame de tous les anthropologues qui veulent un peu regarder ce qui s'est passé pour eux, quoi. Je me vois pas comme en dehors, tu sais, j'ai pas accès à tous les mondes. C'est vrai que si moi je m'intéresse aux Autochtones, mais je peux pas non plus, tu sais, je peux juste aller entendre, écouter. Je pense aux Québécois plus qu'aux oui, Autochtones pour vous. Mais aux Québécois, tu sais, dans mon comté, on se disait, bon, qu'est-ce qu'on fait avec les centaines de milliers de dollars qu'on a au bureau de circonscription? Tu sais, est-ce qu'on fait est-ce qu'on met ma face partout, puis après, on fait comme si on était un bureau des plaintes avec, bon, t'as tel problème, on va régler ton problème, tu sais. On a dit, bon, oui, pour ceux qui n'ont pas de solution, ça fait partie de la job du député. On va aider les gens qui viennent puis qui disent, j'ai plus d'aide sociale parce que blablabla. Bon, OK, toi aussi, toi, t'as pas tes papiers d'immigration, on va t'aider. C'est que ça, on mettait une partie des ressources. Mais le reste, on fait ce qu'on veut, puis il y a une tradition de ce que le député doit faire avec tout cet argent. Moi, je trouve que c'est beaucoup d'argent. Qui étaient des choses plates et inutiles. Vraiment, remettre des médailles, à faire des petits cocktails en l'honneur d'un truc où personne n'a de vrai plaisir, où il ne se passe rien, tout le monde avec son petit truc de vin, puis sourit, puis fait du réseautage pour son avenir professionnel. Puis je trouvais ça tellement déprimant que je me disais, bon, on peut, par contre, faire des moments où on crée du lien, ou au moins où on essaye de éveiller le désir du lien. Fait que nous, on faisait des gros parties à mon bureau de comté où on faisait venir, c'était sur un sujet. Fait que, par exemple, la réalité du travail dans le système de santé publique. Là, on choisissait des bonnes conférencières qui avaient du jus, là, puis ils venaient, ils faisaient chacun quelque chose de pas long, chacune 15 minutes. Après, il y avait un artiste qui était là. Après, on buvait un verre, mais c'était pour de vrai. On créait une ambiance. Puis j'étais avec une équipe qui était vraiment bonne là-dedans. Donc, je te donne un exemple on crée ce moment-là. Il se passe quelque chose, c'est politico-socio-artistique, fête, puis il se crée du lien. Les gens se disent, ils sont pas vraiment, tu sais, ils sont plus dans le réseautage professionnel, ils sont dans d'autres choses. Puis même chose avec le film Renoué, on le promenait, puis après l'avoir vu, on faisait une genre de, comme moi je disais, pour ceux qui sont venus voir le film, de thérapie collective après, de parler de c'est quoi notre désir, qu'est-ce qu'on souhaite ensemble. Puis mon Dieu que ça me touche les gens, tu sais, pourquoi les gens sont émus? Parce moi en tout cas, quand je suis émue, j'ai l'impression que quelque chose, ça a touché pile, tu sais, ça c'est arrivé pile à la bonne place. Puis on parle tellement, on est tellement là en train de faire on est tellement à remplir l'espace de données, puis de notions, puis de raisons, mais en même temps, on a un sentiment profond de tourner en rond. Fait que moi, je crois à ça. Je me suis dit, là,
avec mon... Tu sais, les gens, en ce moment, pensent pas que c'est ça qu'il faut faire. La plupart des gens sont juste comme « Ah, si le parti pour lequel je vote pouvait être élu, là, ça changerait, mais là, c'est tous des cons. » Puis moi, j'ai envie de dire « Ben, en fait, non, c'est pas ça, c'est pas vrai. Le spectacle qu'on nous propose comme spectacle politique, qui est supposé raconter notre histoire, notre récit collectif, puis qui dit voici, engage-toi dans ce spectacle pourri ou dans cette Assemblée nationale pourrie pour changer les choses si tu veux vraiment », que d'énergie perdue, parce qu'au fond, c'est pas nécessairement ça qui va... Moi, je crois pas que c'est ça qui va nous sauver. Mais tout le monde pense que oui, puis les gens pensent que la politique, c'est ce spectacle-là qu'on nous propose. Fait après mes 4 années comme députée, je faisais partie de ce spectacle-là, mais je voyais bien que... les dés sont pipés, puis que c'est pas là que se situe... C'est pas un terrain favorable pour nous, puis qu'on n'est pas assez fort en dessous d'eux pour renverser ça. Pourquoi on n'est pas assez fort? Parce qu'il n'y a pas assez de liens, parce qu'on ne se rend même pas compte qu'on n'a pas assez de liens, qu'on n'a pas le temps de les entretenir, qu'on est divisé et que donc on est faible. Fait que j'avais vraiment, quand j'ai décidé de me représenter, c'était pas juste je veux aller plus près des gens, c'est je veux raconter ce que j'ai vécu. Il faut que je raconte ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui se retrouvent qui vivent l'aventure étrange que j'ai vécue pendant 4 ans. Le milieu médiatique qui est finalement beaucoup plus fort que le milieu politique, sauf les 2-3 personnes là, qui décident de ce qui va se passer, là, le président, chez nous, le premier ministre et ses 2-3 meilleurs amis ministres, mais pas beaucoup d'autres personnes d'autres que ça. Bref, tu sais, je voudrais dire, en fait, je veux rendre utile le temps que j'ai passé là en me disant, je vais vous ramener ce que j'ai vu, je vais vous ramener ce que j'ai vécu, puis je vois pas ça dans l'espace public, ce que moi j'ai vu, donc ça va apporter quelque chose. Puis en même temps, ça va me laisser le loisir de faire, à travers des moments artistiques, des moments où on essaie de travailler ce lien-là, ou au moins de prendre conscience du fait que l'environnement, les causes sociales, on le sait qu'on a raison, puis pourtant on perd. On est nombreux à savoir qu'on a raison, à penser la même chose, puis pourtant ça change pas. Puis on tourne comme ça depuis des décennies. Fait que, certains diront depuis des millénaires, mais en tout cas. Fait que, donc, pourquoi on est faible comme ça? Pourquoi on n'est pas capable? Pourquoi avoir raison, clairement, on s'en fout, ça sert à rien. Il faut trouver, essayer. Puis ça, c'est le propre de l'artiste. L'artiste, il s'assoit, on fait un spectacle, on parle d'une idée pendant 10 minutes, puis à un moment donné, quelqu'un qui dit, c'est assez, là, il faut qu'on l'essaye, on ne sait pas si ça va marcher. Est-ce que ça va toucher ou est-ce que ça va pas toucher? Puis il faut que ça touche. Avoir raison, ça suffit pas. Puis je veux travailler sur je pense qu'on a l'émotion, et c'est comme un Bluetooth collectif. Genre par ça, on peut se soulever puis faire quelque chose si on est tous sur le même diapason du ventre. Mais avoir raison, ça ne crée pas d'action. Ça crée juste on peut signer une pétition si on veut, mais c'est tout, tu sais. Puis pour qu'on se soulève, pour qu'on ose sortir de notre normalité, prendre des risques, fesser là où ça fait mal, il faut qu'on soit allumé dans le ventre puis que ça communique pour que la seule force qu'on a, qui est la force du nombre, puisse exister. En ce moment, on n'est pas le nombre. Je ne sens pas qu'on est un peuple, des communautés. Il y en a de plus en plus. Il y a quand même beaucoup de signes d'espoir. Mais c'est ça. Je trouve que c'est là-dessus qu'il faut... Moi, j'ai envie de travailler là-dessus. Je ne dis pas qu'il faut faire ça, mais c'est là que moi, je vois du sens. Si, par contre, peut-être remercier les collègues à la technique aussi, Sadoc, Julien et qui ont enregistré cette journée. Voilà, c'est important aussi qu'on pourra réécouter en ligne. Merci à vous toutes et tous. Et Antoine pour la cuisine, bien sûr.